Bonjour à tous, bienvenue au deuxième forum professionnel organisé par l'Union LFM, l'association des anciens élèves des lycées français du monde. Vous êtes plus de 600 000 anciens élèves dans le monde entier, donc j'espère que vous êtes nombreux à assister à cette conférence. Le thème aujourd'hui, c'est Covid-19, quelles opportunités pour l'emploi? Donc de vraies questions, puisque on a plutôt tendance avec cette pandémie à imaginer qu'il n'y a pas d'opportunité, mais c'est ce dont on va discuter avec nos trois intervenants aujourd'hui. Seront donc avec nous Georges Vivien Hougbonnon, qui est économiste. Il est économiste à la World Bank Group depuis 2 ans. Il est diplômé de Paris School Economics. C'est un spécialiste de la tech, des télécoms. Il a notamment travaillé chez Orange. Il a monté son entreprise aussi Optic Economics en 2016. Et aujourd'hui, donc, il mesure à la World Bank Group les investissements qui sont réalisés au regard finalement de la pauvreté et des inégalités. Alors, je vais peut-être résumer un petit peu, mais vous représenterez un petit peu mieux. On a avec nous également, donc, en haut à droite sur l'écran, David Bavrez, qui est investisseur et essayiste, qui est diplômé d'HEC, de l'INSEAD, qui est un business angel basé à Hong Kong depuis 2012. Il est également éditorialiste dans l'opinion, on le voit aussi sur BFM. Et il a édité 2 livres, notamment sur la Chine. Un en 2015, Génération tonique, l'Occident est complètement à l'Ouest, et un en 2017, Paris Pékin Express, la nouvelle Chine racontée au futur président. À la gauche du petit carré, vous avez David Mirolopis, qui lui donc est basé à Santa Monica dans la Silicon Valley en Californie, qui est le cofondateur d'une startup qui s'appelle Manimi, qui révolutionne l'industrie de la manucure. Donc, il nous expliquera tout ça. C'est un ancien du lycée français de Valence. Il est diplômé de l'école centrale de Polytechnique Valence. Il a fait un MBA à Harvard. Il a été consultant chez Bain, et également il a travaillé à la Banque Santander à la stratégie avec la présidence. Donc voilà, j'espère que j'ai bien résumé vos cursus. S'il y a besoin de précisions, vous les apporterez par vous-même, et j'espère que j'ai rien écorché. On va rentrer dans le vif du sujet avec cette question un petit peu qui paraît presque provocatrice, c'est-à-dire Covid-19, quelles opportunités pour l'emploi? Est-ce que quand on a une crise sanitaire comme celle qu'on connaît depuis un an, une crise économique qui semble s'annoncer et qui est réelle d'ailleurs pour certains, est-ce que finalement il y a quand même des opportunités? Alors je vais passer la parole en premier à Georges Vivien pour le faire réagir sur cette question. D'abord, merci pour l'invitation. C'est un plaisir de venir discuter de ce sujet très important parce qu'effectivement, étant dans les nouvelles qu'on a jusqu'à présent par rapport aux destructions d'emplois qui sont causées, donc de l'ordre de jusqu'à 30 millions d'emplois perdus, 80 millions qui ne sont plus vraiment sur le marché du travail. Donc ça fait beaucoup de monde. Et ça varie suivant les pays, mais globalement, en fait, on assiste à une destruction d'emplois sans précédent. Mais la réalité est tout autre. Surtout, je vais dire, l'avenir qui se dresse devant nous est tout autre parce que cette crise dessine de nouvelles frontières, en fait, en matière d'emploi. Donc, il y a pas mal de nouvelles opportunités qui se dessinent à l'horizon et d'ailleurs qui sont déjà là, certaines sont déjà là. Et je vais prendre l'exemple plus concret du numérique, en fait, sur lequel on s'est la plupart reposé pour pouvoir traverser cette crise. Et c'est d'ailleurs ce qu'on fait aujourd'hui. Cela a permis en fait de générer plusieurs emplois dans les domaines, que ce soit de l'informatique ou de la gestion des clients en ligne. Donc, puisqu'on est passé de l'achat de produits en ligne dans la plupart des cas à dans les supermarchés à des achats en ligne. Et donc, il faut des gens pour s'occuper de tout ça. Et l'avenir, en fait, va se reposer là-dessus. Donc, la sortie de la crise va se reposer beaucoup là-dessus. Il y a des comportements qu'on a acquis, de nouveaux comportements que nous avons acquis pendant le confinement, le confinement, le confinement. Et ces comportements vont rester pour la plupart d'entre nous. Et donc, ce qui va se passer dans les prochains mois, les prochaines années, va,
va dépendre beaucoup, ça va varier d'un pays à un autre, mais cela va être créatrice d'opportunités d'emploi et tout dépendra en fait de votre niveau de préparation, de la manière dont vous êtes équipé en termes de compétences pour saisir cette opportunité. Très bien, bah, écoutez, on va pouvoir rentrer un petit peu dans le détail. Je voudrais interpeller David Badvrest parce que je crois qu'il a un discours plutôt optimiste, plutôt volontariste en tous les cas sur ce sujet. C'est cela, David? Ben moi, je vous parle depuis Hong Kong, donc depuis la Chine, où cette crise, en fait, on la voit de manière très différente de l'Occident. Quand je discute avec des gens à Paris, en Europe ou aux États-Unis, on parle de rupture. En Chine, à Hong Kong, on parle de continuité. Parce qu'en fait, cette crise, c'est quoi? C'est l'accélération de la digitalisation. Donc pour nous ici, c'est pas du tout un monde qui s'écroule, c'est juste le monde qui accélère. Et en gros, si on devait résumer, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette crise? Ben, c'est que tous les services à la personne, donc de personne à personne, tous ces services ont disparu. Et on a dû les reconstruire par la digitalisation. Donc, ce qu'il y a vraiment d'excitant avec cette crise, c'est que nous avons à repenser à peu près un tiers de l'économie, parce que ces services de personne à personne, ils représentent environ un tiers de l'économie. Et c'est pour ça que nous, on voit ici, en Chine, à Hong Kong, un monde qui s'accélère et de fantastiques opportunités à saisir. On pourra revenir, je pense, durant la discussion sur les différents secteurs qui vont être impactés. Très bien, merci David Bavrez. David Miro Lopis, j'espère que je dis bien votre nom d'ailleurs, hein, vous me direz si, Oui. si c'est bien comme ça. Vous, alors du coup, vous avez la vision plus côté Californie, côté Silicon Valley. Est-ce que de la même façon, vous avez le sentiment que cette crise ouvre de nouvelles opportunités? Ce qu'on a vu, c'est qu'il y a des transformations qui ont, historiquement, ont été plutôt progressives. Et dans différents secteurs de l'économie, on a vu comment des nouvelles technologies ont petit à petit transformé les industries. Et puis après, avec Covid, ce qu'on a vu, c'est des industries qui se sont réinventées dans une période de temps qu'on n'aurait jamais pensé avant. Euh, donc je pense qu'au niveau investissement, il y a eu beaucoup d'investissements dans des nouvelles technologies, des nouvelles disruptions. Après, c'est vrai il y a peut-être des secteurs qui vont plutôt subir une transformation, disons, temporaire et puis pourront revenir, par exemple, le secteur du transport. Mais je suis tout à fait d'accord avec David. Je pense que ça ouvre plutôt plus d'opportunités du côté digital. Et puis après, ce que je trouve très intéressant, c'est aussi ça a beaucoup changé la façon de travailler. Donc je pense que maintenant, au niveau de talent, les entreprises, elles sont en train de comprendre qu'en fait, il ne faut pas être dans un bureau, qu'on peut travailler de n'importe où avec n'importe quelle zone horaire. Et donc, je pense que ça va ouvrir beaucoup d'opportunités d'égalité au niveau d'accès d'emploi. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de boîtes qui sont à Silicon Valley et qui ont des coûts énormes de salaire et qui maintenant se rendent compte ils peuvent retrouver des personnes partout dans le monde. Donc, je pense que les profils multiculturels, globaux, vont être de plus en plus valorisés. David Vavrez, quelles seraient les formations à privilégier ou est-ce que c'est plutôt, on a beaucoup parlé du digital, ou est-ce que c'est plutôt le digital qu'on va intégrer dans tous les métiers finalement? La beauté de cette révolution technologique, c'est qu'elle ne connaît pas de frontières. Vous savez, les hommes politiques essayent de remettre des frontières entre les pays, mais la révolution technologique, elle va à travers les géographies et à travers les différents secteurs. Si vous pensez à ce qui s'est passé dans les 10 dernières années, il n'y a que 3 secteurs qui ont véritablement été impactés par cette révolution digitale. Ce sont les médias, donc votre secteur, c'est pour ça que vous en parlez, vous, journaliste en permanence, le tourisme et le commerce. Ce sont les 3 secteurs où les nouveaux entrants digitaux sont plus gros que les anciens historiques plus gros. Et moi, ce qui me frappe avec cette révolution digitale qui, comme j'ai dit, maintenant touche à tous les services de personne à personne, c'est qu'en fait, toutes les industries vont être affectées et donc vous ne pouvez pas y échapper. Et c'est pour ça que c'est aussi excitant. Georges Vivien, en fait, vous qui êtes un spécialiste qui est économiste, mais qui est un spécialiste des tech et des télécoms, est-ce que vous pensez que du coup, ça va se répartir sur l'ensemble, se déployer sur l'ensemble de l'économie et que finalement, il faut pousser nos jeunes étudiants à aller vers l'informatique, le digital, plus particulièrement? Tout à fait. Comme le disait David,
cette crise touche à tous les secteurs et l'accélération du digital. Et je vais revenir en fait sur le fait qu'il n'y a pas que le digital, il y a d'autres technologies qui rentrent en jeu aussi. Le plus important, c'est l'innovation, c'est la transformation des différents secteurs. Mais en ce qui concerne le digital, ça touche effectivement à tous les secteurs. Dans le secteur des services qui était déjà en cours de digitalisation, donc notamment le commerce, les services financiers en bonne partie, mais également tout ce qui est transport urbain. Donc on va voir des entreprises de type Uber vont continuer en fait à accélérer, à se digitaliser, mais on va assister aussi de plus en plus à la digitalisation dans tout ce qui est de l'ordre de la manufacture ou bien même dans l'agriculture également. On voit de plus en plus de plateformes numériques qui émergent, en fait, qui connectent des agriculteurs avec des restaurateurs ou des vendeurs dans le milieu urbain, donc pour faciliter l'écoulement de leurs produits. On a des plateformes qui émergent, qui font de la logistique, donc qui gèrent le transport de marchandises. Et donc ça va même au-delà en fait du secteur des services, ça touche à la manufacture, à l'agriculture. Et ce à quoi on s'attend dans les prochains mois, dans les prochaines années, c'est vraiment une accélération générale dans l'ensemble de l'économie. Et ça ne concerne pas que certaines régions. Il y a certaines régions qui sont plus avancées que d'autres. Que ce soit aux États-Unis, en Europe, ou surtout en Asie de l'Est, notamment en Chine. Là, je vais laisser David en parler, mais ça varie en fonction des régions, mais au final, tout le monde sera touché, que l'on soit en Afrique, que l'on soit en Amérique latine ou en Asie du Sud. Et en termes de formation, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est à la fois s'orienter vers tout ce qui touche à de l'intelligence artificielle. Donc, ce n'est pas que de l'informatique. Donc, c'est des métiers qui sont déjà établis. Mais aujourd'hui, en fait, les formations qui sont en vogue, c'est tout ce qui touche à l'intelligence artificielle, des formations qui sont à l'intersection de l'informatique et de la manipulation des données. Donc, on ne fait pas que de l'informatique, on ne fait pas que de la statistique, mais on mélange les deux. Et c'est ça, en fait, qui est en vogue aujourd'hui. Et également, quand on s'intéresse au métier de l'informatique, il faut aller vers tout ce qui est du développement de logiciels de bout en bout, donc en anglais du full stack. Et donc ces genres de logiciels sont aujourd'hui très utiles pour construire des applications du type Uber ou e-commerce ou Airbnb en fait. Et, euh, et donc en fait, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ces types de formations sont nécessaires dans l'ensemble des secteurs. Si vous êtes spécialisé en intelligence artificielle, vous pouvez l'utiliser dans pratiquement tous les secteurs, parce qu'on s'attend à ce que cela se déploie dans tous les secteurs, que ce soit les services, la manufacture ou bien l'agriculture, et également dans la plupart des pays, même si ça dépend de l'écosystème de base. Donc, ce qui compte vraiment, c'est la connectivité qui change qui dépend, dont le niveau dépend varie en fonction des pays. Mais globalement, on s'attend à ce que ces formations deviennent à la voulu dans les prochains mois, les prochaines années. Merci beaucoup. David Mirolopis, je voulais vous demander, parce que là on a parlé des formations, mais ce qui est important aussi peut-être pour nos internautes, c'est quelles seraient plutôt les compétences à privilégier, les nouveaux skills, qu'est-ce qu'on attend finalement aujourd'hui de ces jeunes sur le marché du travail? Ouais, c'est une question qui est très intéressante, surtout pour les personnes qui sont aujourd'hui dans le forum, parce que je trouve que je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'on a dit par rapport à la transformation digitale, par rapport aux nouveaux skills d'informatique, de machine learning, d'intelligence artificielle. Mais c'est vrai que je pense que plutôt d'une partie un peu plus pratique, comme David disait, bah, il n'y a pas énormément de secteurs qui ont complètement été révolutionnés. Et je pense que d'abord, ce qui va se passer avant d'introduire disons, l'intelligence artificielle partout,
c'est plutôt de penser quelles sont les expériences de clients qui doivent être digitalisées. Et je pense que ça, c'est ce qu'on a vu, par exemple, dans des secteurs comme la télémédecine, où on pensait que ça allait prendre énormément de temps, et avec Covid, ça a dû changer. Et je pense que ces compétences, c'est des compétences qui vont être très valorisées. C'est est-ce que bah, le workforce of the future va être capable d'arriver et de comprendre quelle est la nécessité des clients et de concevoir une expérience digitale qui va repenser comment on faisait avant les choses et comment on veut les faire maintenant. Et donc, par exemple, je pense que ce qu'on a vu, ce qui s'est passé pendant ces derniers mois avec la télémédecine, je pense que c'est un très bon exemple. Et donc, je pense que ça a plutôt besoin de, de compétences interdisciplinaires plutôt que être vraiment des experts dans l'intelligence artificielle, qui, je pense, va être plutôt le enabler pour devenir un géant. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités juste de repenser quel est le comportement des clients, quels sont les besoins et quelles expériences digitales vont remplacer les expériences qui n'ont pas changé pendant les dernières années. Merci beaucoup. David Bavrez, peut-être un mot sur ce sujet des compétences, des attitudes par rapport à des gens qui viendraient se positionner sur le marché du travail. Pour moi, c'est plus une attitude que des compétences. Si vous pensez à une société, chaque compagnie fait trois choses. Elle conçoit des produits et services, elle les produit et elle les vend. Donc il y a trois fonctions dans une entreprise. Et ces trois fonctions vont être complètement repensées dans les 10 prochaines années. Et on a besoin de vous, en fait, pour réinventer les trois fonctions. Euh, la recherche et développement, en fait, c'est ce qu'a dit David précédemment. On va, grâce à l'intelligence artificielle, on va pouvoir concevoir des produits qui ne répondent qu'à vos besoins. C'est-à-dire que c'est ce modèle freemium où vous n'allez payer que pour là où vous voyez, là où vous percevez une valeur ajoutée. Donc c'est là où l'intelligence artificielle va être très très intéressante parce qu'elle va pouvoir me cibler de manière très très précise et dire David c'est exactement ce qu'il veut et voilà ce pourquoi il va payer. Alors que historiquement, vous voyez on pensait chaque fois que vous êtes allé dans une banque, chaque fois que vous êtes allé chez un assureur, même quand vous étiez au lycée français, vous n'avez jamais été traité comme client. Hein, si le prof était nul, vous étiez obligé d'écouter le prof. La nutrition, on nous a pas donné la nourriture qu'on voulait. Les transports, on nous a pas donné les transports qu'on voulait. On n'a pas eu la voiture électrique qu'on voulait, mais on a eu le diesel. Donc tout ça fait que l'intelligence artificielle va pouvoir bien mieux connaître ce dont j'ai besoin, qui je suis, et vous allez de manière très inventive me donner ce que je souhaite et ce pourquoi je suis prêt à payer. Deuxièmement, la production, on va marier hardware et software. Donc, si vous êtes un geek des softwares, il va falloir que vous compreniez l'hardware. Si vous êtes un geek de l'hardware, il va falloir que vous compreniez le software. Parce que c'est ça le digital manufacturing. Et c'est ça qui fait qu'on va pouvoir faire l'Internet des objets, qui va digitaliser tous les services à la personne dont je vous ai parlé précédemment. Et puis ensuite, une fois qu'on aura conçu le produit, qu'on l'aura produit, il va falloir qu'on le vende. Et là, on voit, alors surtout là où je suis en Chine, on voit de nouveaux modèles de vente digitaux s'imposer beaucoup plus efficaces que ce qu'on a connu en Occident avec le fameux brick and mortar. Donc, pour la faire simple, on est passé de l'e-commerce au m-commerce sur les téléphones portables. Et en Chine, on est déjà passé du m-commerce au social commerce, où on vend par les réseaux sociaux ce que Facebook, par exemple, est incapable de faire aux États-Unis. Donc, moi, j'ai besoin de vous aussi bien pour concevoir les produits, pour les produire et pour les vendre d'une manière révolutionnaire. Et le but, c'est quoi? Le but, c'est que nous passons, et c'est la merveille de cette crise, c'est que nous passons d'un monde de 700 millions de privilégiés occidentaux, les Européens et les Américains qui ne pensaient qu'à eux, à un monde maintenant de 8 milliards d'habitants, où en fait les nouveaux business models, ils viennent des pays émergents pour réduire la structure de coûts, tout en donnant de manière très personnalisée le produit dont j'ai besoin. Donc vous imaginez, on a eu des cours de moi quand j'étais
à votre place, à votre âge, on m'a donné des cours de stratégie qui m'ont dit, quand tu crées une société, soit tu es celui qui produit au moindre coût, soit tu as une offre différenciée. Et là, la beauté, c'est que vous allez, vous, pouvoir, dans les 10 prochaines années, inventer l'offre différenciée, parce que c'est celle que je veux, moi, personnaliser, au moindre coût. Donc là, vous allez vraiment vous amuser. Alors peut-être ça serait intéressant, merci David, que David Mirolopis nous conte un petit peu son expérience avec Manimi, puisque je crois que c'est un exemple parlant du coup, la start-up qu'il a lancée il y a maintenant 2-3 ans en Californie et qui révolutionne le manucure. Est-ce que David, tu peux un petit peu nous expliquer déjà pourquoi tu as créé ta société et en quoi finalement tu es en train de bouleverser des modèles? Oui. Ouais, donc après 2 ou 3 années de travailler en conseil et en banque, donc j'ai décidé de commencer un master à Stanford, un MBA. Et donc là, j'ai rencontré ma co-founder, Julian, et elle avait un peu cette vision que l'offre des salons de manucure ne s'adaptait pas à son style de vie. Donc, le fait de devoir payer autant d'argent, le fait de devoir respirer toutes les fumées du salon, et le fait de devoir bloquer ses mains pendant 2 heures, bah, ça lui disait pas. Mais quand même, elle voulait avoir ce service d'avoir ses ongles, disons, peintes avec le design qu'elle voulait. Et donc, quand elle est arrivée aux États-Unis, bah, elle s'est rendue compte qu'en fait, toutes les solutions pour faire ta manucure chez toi n'étaient pas suffisamment bonnes, surtout par rapport à la, à la forme des ongles. Donc, chacun a des ongles différents, même ta main droite, ta main gauche est différente. Et donc, en gros, ce qu'on a pensé, c'est, écoute, ben, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui, oui, ils aiment bien le salon, mais ils voudraient avoir une alternative. Et par contre, pour les alternatives, ben, il faut, disons, lutter contre une barrière qui est cette personnalisation de la forme. Et donc, ce qu'on a fait, c'est avec un peu de machine learning et de image processing, on a développé un software pour reconstruire un modèle en 3D des ongles des clients à partir des photos qu'elles nous envoient que les clients nous envoient dans notre application. Et donc après, ce qu'on peut faire, c'est personnaliser des stickers euh, faits de gel qui sont adaptés à la forme de chaque client. Et donc je pense que ça, c'est un exemple de comment on a repensé une expérience qui était 100% physique, de devoir aller dans le salon, devoir bloquer tes mains pour développer un produit qui n'est pas toxique, que tu reçois chez toi, que tu peux mettre en 5 minutes, et qui en plus est un marketplace de nail designers qui sont partout dans le monde et qui maintenant peuvent mettre leur design dans notre marketplace et peuvent, n'importe quel client peut recevoir maintenant partout aux États-Unis et ben, bientôt sûrement au dehors. Félicitations, c'est une super expérience et je trouve que vous êtes un modèle de ce qu'on disait auparavant. C'est-à-dire que vous avez travaillé dans le conseil, vous venez évidemment des meilleures écoles, vous avez travaillé dans la banque et là aujourd'hui vous êtes lancé dans une start-up. Georges Vivien, quels seront les parcours professionnels de demain? Parce qu'on a l'impression justement que aujourd'hui c'est fini le temps où on fait 40 ans dans la même entreprise en gravissant petit à petit les échelons plus ou moins. Les parcours professionnels ont changé. Déjà avant la crise, en fait, on restait de moins en moins longtemps en fait sur le même poste ou dans la même fonction. On peut, dans un premier temps, arrêter son cursus scolaire, aller travailler un peu ou aller monter une entreprise et revenir dans le cursus scolaire et gagner un peu d'expérience et continuer. Donc en fait, aujourd'hui, mais ça dépend de chacun, mais ce qu'on constate, c'est que la plupart des jeunes sont plus intéressés par des cursus non linéaires et après cette crise et même dans les prochains mois, les prochaines années, en fait, ça va devenir plus valorisant. En fait, ceux qui vont être plus flexibles dans dans leur cursus professionnel vont être plus compétitifs sur le marché du travail. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que donc l'offre est là, l'offre de formation ou même d'entrepreneuriat en ligne est là, existe. Donc, si vous avez besoin de vous arrêter à un moment donné, que ce soit d'aller monter une entreprise, une start-up par exemple, ou de vous réorienter vers une nouvelle formation. Il y a des plateformes en ligne qui permettent de faire cela dans toutes les régions. Moi, je travaille sur la plupart d'elles, mais je ne peux pas
les règles de confidentialité, mais il y a des plateformes digitales qui font de ce qu'on appelle du upskilling ou reskilling et qui vous permettent en fait, lorsque vous êtes déjà dans l'emploi, de gagner en compétences, dont les différentes compétences dont nous avons parlé, donc que ce soit dans le digital, l'informatique ou l'intelligence artificielle ou la connaissance de l'amélioration, la gestion de l'expérience client. Donc, ce sont des formations qui sont aujourd'hui disponibles sur des plateformes en ligne que vous pouvez suivre, où vous avez également des incubateurs en ligne qui vous permettent de monter votre entreprise et d'évoluer. Donc ça va devenir de plus en plus la norme et les gens, ceux qui vont être prêts à s'engager dans cette direction vont pouvoir mieux s'en sortir sur le marché du travail que les autres. Ça, c'est assez clair maintenant. Et je pense qu'il y a de moins en moins de gens qui font des carrières longues sur juste un poste ou bien dans une seule fonction. Voilà, il va falloir s'adapter, il va falloir se former. David Bavrez, dans ce cadre-là, les grands groupes ont-ils encore un attrait finalement pour ces plus jeunes notamment? C'est tellement intéressant quand le monde se transforme autant de créer sa boîte que honnêtement, un grand groupe c'est un peu un super tanker, un grand groupe. Et on a des exemples même de grands groupes où même quand le président a vu que les choses changeaient, c'est très très difficile de transformer toute une organisation. Moi, le conseil que je vous donnerais, c'est plus aujourd'hui la Banque mondiale, et je parle sous l'approbation de notre panéliste, mais la Banque mondiale dit que 40% des jobs des 10 prochaines années n'existent pas aujourd'hui. Moi, à ma génération, si dans ma carrière, si à un moment je perdais mon job et que j'allais voir un chasseur de tête, donc je disais par exemple, je suis investisseur, j'ai plus de job, je cherche un job, il ne me proposait que des jobs d'investisseur. Et ça, ce qu'il y a d'extraordinaire pour vous, qui avez 20-30 ans, c'est que dans les 10 prochaines années, c'est pas du tout ça. C'est d'essayer d'anticiper quels sont les 40% de jobs que vous allez créer vous-même. Je vous donne un exemple concret. La donnée, la maîtrise de la donnée va être absolument capitale dans les 10 prochaines années. Euh, tous ces grands groupes que vous mentionnez, il va falloir qu'ils inventent ce que j'appelle des data purchasers, c'est-à-dire l'acheteur de données qui comprend les données dont la société a besoin et où aller les trouver le moins cher possible à la meilleure qualité. C'est un métier qui n'existe pas aujourd'hui. Oui. Donc, c'est ce genre moi, c'est ça qui me fascine, c'est que ne regardez pas, le conseil que je peux vous donner, c'est ne regardez pas les sociétés, ne regardez pas les jobs existants, parce que je crois que c'est pas le sujet. Pensez plus à quels sont les nouveaux besoins qu'on va avoir et créons les nouveaux jobs. C'est ça, pour moi, c'est ça qui est vraiment passionnant pour les 10 prochaines années. Et c'est pour ça que j'aimerais avoir 20 ans aujourd'hui. David Miro-Lopis, du coup, vous avez pris un virage à 180 degrés, enfin, en tous les cas, c'est l'impression qu'on donne. Donc, qu'est-ce qui vous a amené, quelle réflexion vous avez eue quand vous êtes dit, bah, finalement, comment je me projette, comment penser mon travail demain et quelque part, qu'est-ce qu'on pourrait dire à ces jeunes, soit à travers votre exemple, soit à travers des réflexions, c'est ce qu'on vient d'entendre aussi de la part de David Bavrez. Pour un jeune diplômé, disons qu'il y a beaucoup de pression de dire bah, est-ce que je peux créer ma boîte et il paraît que tout le monde doit créer la boîte et tout le monde doit trouver les technologies du futur. Et, et je pense que certainement, il y aura de plus en plus d'étudiants qui vont lancer sa boîte directement après ses études. Euh, mais c'est vrai qu'en pensant à ce que David disait, pour moi, la question, pour la plupart des gens, c'est plutôt genre quels sont les environnements dans lesquels je vais apprendre ces nouvelles habilités et où on va créer ces nouveaux emplois. Et je pense qu'il va y avoir des boîtes qui vont être des pioneers, donc ça va être les premiers qui vont créer ça, et puis il y aura des followers. Et évidemment, il y a beaucoup de grands groupes qui vont se transformer, mais beaucoup plus lentement. Et donc je pense que trouver les endroits où ces questions sont posées correctement et où il y a l'investissement de temps, d'argent pour répondre à ces questions. Donc ça ne veut pas dire que chacun devra répondre tout seul à cette question, mais c'est trouver quels sont les environnements. Et donc, je pense que moi, quand j'ai fait mon master à Stanford et je suis arrivé en Silicon Valley, c'est un peu ce que j'ai vu, c'est que les gens vraiment, ils osaient faire des nouvelles choses. Euh,
Et donc, je pense que vraiment les grosses révolutions vont venir plutôt de la Chine, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est vrai que l'écosystème que tu peux trouver à un endroit comme Silicon Valley est assez unique. Et donc, en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que même quand je suis arrivé à Stanford, c'est que mon parcours était déjà outdated. Donc, le fait de faire du conseil, de la banque, de faire un MBA, c'était déjà un truc qui était un peu du passé. Et il y avait beaucoup de monde déjà à Stanford quand ils font leur undergrad. Ils commencent déjà leur boîte, ils font des internships dans des boîtes très petites qui deviennent très grosse rapidement. Et ce parcours est très différent, mais beaucoup plus actuel que ce que moi j'avais fait. Donc déjà, quand j'avais 27 ans, je me sentais un peu que tout ce que j'avais appris, donc tout ce que je faisais de maîtrise de données sur Excel, en conseil, en banque, était déjà très outdated. Et donc je pense que comprendre qu'en fait, c'était pas des gens qui avaient reçu une formation pour le futur, mais qui vraiment osaient travailler dans les boîtes, c'est un peu ce qui m'a dit, bah écoute, bah, moi aussi peut-être qu'il faut que j'essaye et de voir comment on fait ça. Et donc je pense qu'une fois que tu retrouves les personnes, le talent, cette envie de changer, de se transformer, c'est comme ça qu'on peut apprendre. C'est pas, on n'a pas forcément la réponse avant de commencer. Ouais, et si on en avait discuté, David, mais si j'ai bien compris également, il y a une culture, donc faut oser, il faut pas avoir peur de l'échec et savoir apprendre des échecs. Ouais. Oui, tout à fait. Et ça, je pense que c'est une chose qui est très différente aux États-Unis par rapport en Europe. Donc peut-être David peut parler un peu de la Chine, mais je pense que pour moi, quand j'étais en Espagne, en France, et je faisais mes études, il y avait quand même cette peur à oser et ne pas réussir. Et je pense que aux États-Unis, l'expérience est toujours valorisée. Et donc il y a beaucoup de gens qui osent essayer et qui disent ouais, si ça marche pas, bah, j'aurai beaucoup appris et c'est quelque chose qui sera bon dans mon CV. Et je pense que c'est très facile à dire, mais c'est difficile de vraiment le comprendre et oser le faire. Mais je pense que ça c'est un très gros changement par rapport à une génération avant nous. C'est de dire il faut vraiment oser à choisir un parcours qui peut-être ne va pas, mon premier choix va pas être la réussite. David Bavrez, justement, sur ce point-là, est-ce que la mentalité est différente en Chine qu'en Europe et comment finalement on pourrait inculquer ça en France ou en Europe plus largement? Ce dont on se rend compte vraiment quand on est en Chine, c'est qu'on ne peut plus, l'ensemble de la planète ne peut pas vivre de la manière dont moi j'ai vécu au cours des 30 dernières années. Il n'y a pas suffisamment de ressources sur la planète pour que 8 milliards de gens aient un style de vie qui soit européen ou américain. On consomme juste beaucoup trop et de manière extrêmement inefficace. Donc la beauté de cette révolution digitale, c'est que elle va permettre de répartir ces ressources de manière beaucoup plus efficace, de façon à ce que 8 milliards de gens puissent vivre. Et je vais vous donner des exemples concrets. Moi, quand j'avais 20 ans, il fallait s'acheter une voiture. Vous savez que la voiture, vous l'utilisez aujourd'hui à entre 1 et 2% de ses capacités. Ça n'a aucun sens d'avoir une voiture pour vous. La nutrition, vous savez que 60% des Français qui se rendent dans un supermarché pensent que ils vont mettre leur santé à risque en achetant de l'alimentation de marque. Donc vous voyez bien qu'on ne nous a pas donné la nourriture biologique qu'on voulait. Je vous ai donné l'exemple des banques. Chaque fois que je suis rentré et que j'ai demandé quelque chose à une banque, je n'ai jamais été traité comme client. Bon, c'est moi qui étais le fournisseur et c'était la banque qui était cliente qui a le droit de me demander tout ce qu'elle voulait sur moi. Donc c'est ça qui est absolument fantastique aujourd'hui. On nous a enfermés pendant plusieurs mois, donc on a eu le temps de penser à tout ça. Et on dit, mais cette vie qu'on a vécue, en fait, elle a aucun sens. Elle a aucun... Donc, moi, le conseil que je donnerais à nos auditeurs, c'est pensez juste, passez une journée, et chaque fois que vous réalisez un acte économique, quel qu'il soit, demandez-vous, mais est-ce que j'ai vraiment ce que je veux? Et est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de l'avoir de manière différente, en le partageant avec d'autres, de manière à ce que moi j'ai la même expérience, mais le coût sociétal soit beaucoup plus bas. Et c'est comme ça qu'on va construire le 21e siècle. C'est comme ça qu'on va construire un globe. Alors surtout, vous, anciens des lycées français, vous, par définition, vous êtes partout dans le monde. Et vous avez bien vu qu'on peut pas vivre à 8 milliards comme on vit à 60 millions de personnes en France. Et c'est ça qu'il faut que vous construisiez. C'est ça qui est marrant à faire dans les 10 prochaines années. Donc voilà pourquoi il faut un mindset très différent. Mais la beauté, c'est que vous avez une chance incroyable. Vous avez une culture française au départ et vous avez été exposé
à d'autres cultures partout dans le monde. Donc vous avez un avantage par rapport au reste de la planète, et je vais même aller plus loin, je pense que vous avez une responsabilité. Vous avez la responsabilité de se construire ce nouveau monde parce que vous avez eu la chance d'avoir ce qui fait partie de la meilleure éducation du monde, qui sont ces lycées français partout dans le monde. Donc, quand on a eu une chance incroyable, ben, on a une responsabilité pour les 10 prochaines années. Moi, ça me paraît un deal assez faire. Très bien. Georges Vivien, est-ce que votre vision aussi de l'évolution du marché du travail prend en compte, par rapport aux études notamment que vous réalisez, le développement de l'entrepreneuriat ou de l'intrapreneuriat dans les entreprises? Est-ce que finalement ce sont les solutions professionnelles d'aujourd'hui et de demain? Oui, tout à fait. Comme on le disait tantôt, en fait, beaucoup de jeunes sur le marché du travail vont passer par une phase d'entrepreneuriat d'une façon ou d'une autre, si ce n'est pas de l'entrepreneuriat, donc au sein de l'entrepreneuriat au sein d'une entreprise. Euh, et donc c'est une tendance qui se développe aujourd'hui dans toutes les régions du monde. Mais ce que je voudrais faire remarquer, c'est que ici, quand on parle d'entrepreneuriat, ce n'est pas que dans le digital. Il y a aussi de nouveaux métiers qui émergent dans le domaine de la santé, par exemple. La question de la santé mentale devient de plus en plus importante, étant donné que on travaille en ligne et donc tout ce qui est du coaching personnel ou professionnel, il y a de plus en plus qui se lancent en fait dans ce domaine-là. Et là, on n'a pas besoin d'avoir de, des, des bureaux, on n'a pas besoin de louer des bureaux, d'acquérir des machines énormes. Donc, c'est quelque chose qui peut se faire en freelance. Et donc, il y a beaucoup de gens qui s'engagent dans ce domaine, du service à la personne ou du service, tout ce qui est de l'ordre de la petite enfance. Donc, du fait que les parents travaillent à la maison, on a besoin de gens pour s'occuper des enfants. Et donc, ça, ce sont des opportunités d'entrepreneuriat qui se créent. Donc, on n'a pas besoin, ce n'est pas nécessairement euh, il ne s'agit pas nécessairement en fait de construire une application. Ça, c'est important, c'est intéressant, mais il y a de nouveaux, il y a de nouvelles opportunités qui se profilent à l'horizon dans ces domaines-là, donc santé, éducation. Dans le domaine de l'éducation, ça va être fantastique parce que on fait de plus en plus de l'éducation en ligne. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le fait d'avoir de l'interaction en ligne ne suffit pas. Il faut avoir des personnes pour vous suivre individuellement. Et donc là, il y a des opportunités qui s'ouvrent pour toute personne qui veut s'engager dans du tutorat en ligne. Donc c'est des choses qui se font de plus en plus aujourd'hui et qui vont créer de nouvelles opportunités d'entrepreneuriat. Alors, quand on parlait tout à l'heure, si je peux me permettre, en fait, on a évoqué en fait les opportunités dans certaines régions, notamment en Europe, en Asie, en Amérique. Mais je voudrais attirer l'attention sur d'autres régions également, notamment l'Afrique. Et c'est une région qu'on pense souvent, on se dit souvent il y a pas assez d'opportunités là-bas, étant donné tous les images qui sont projetées de cette région. Je suis sûr qu'il y a certains d'entre vous qui vivent déjà en Afrique, mais pour ceux qui n'y sont pas encore, ou si vous y êtes dans certains pays, je peux vous confirmer aujourd'hui que c'est vraiment la prochaine frontière en matière d'expansion du marché, d'opportunités. Le terrain, la plupart des secteurs sont encore vieux. Là-bas, il y a encore tout à inventer, en fait. Et là, on a besoin à la fois des compétences locales, mais également de votre expertise hein, qui va compléter cela pour donner le mieux. Donc, quand on parle d'entrepreneuriat, je pense à l'Afrique. C'est là où il y a encore beaucoup à inventer. On a vu le cas de Jumia, par exemple, qui a été créé il y a juste quelques années. C'est même pas deux décennies, hein, donc c'est juste 10 ans. Il y a 10 ans. Et donc là, aujourd'hui, c'est une entreprise qui est cotée en bourse. Donc, ça a été fondé par deux Français comme vous. Et donc, c'est quelque chose qui est possible.
en Afrique, que ce soit dans le secteur du commerce, du e-commerce, dans le secteur des services financiers, donc tout ce qui est paiement digital, dans le secteur les secteurs qui sont vraiment en vogue actuellement en Afrique, ça va être tout ce qui touche à la santé, l'éducation et, et les mobilités urbaines en tant que telles. Merci beaucoup, Georges Vivien. Bah, du coup, j'en profite pour demander à David Miroglopis, lui qui est dans la Silicon Valley. Hein, on parle souvent de la région la plus avancée, la plus, notamment sur la technologie, mais même en niveau de vie. Est-ce que quand on est au cœur de cette locomotive, est-ce qu'on a le sentiment que bah, c'est très détaché du reste du monde ou que finalement ça va se déployer petit à petit un peu partout? Je pense qu'il y a eu beaucoup de, je sais pas, il y a toujours des conversations de où va être la prochaine Silicon Valley. Je pense que c'est un modèle qui est très difficile à répliquer parce que c'est un écosystème d'investisseurs, d'argent, de talents, de bois. Donc je pense que c'est très difficile et peut-être que ça va pas vraiment être le modèle du futur. Je pense que vraiment, même Silicon Valley va vraiment changer, surtout avec la possibilité de remote working, d'avoir d'un pool de talents mondial. Euh, et je pense que même les boîtes de Silicon Valley sont en train de changer beaucoup. Donc je pense pas que répliquer Silicon Valley partout dans le monde va être la réponse. Euh, mais je pense que certainement ce qu'on voit à Silicon Valley, c'est des boîtes et des personnes qui posent un peu les bonnes questions. Et je pense que David faisait un peu référence à quelles sont les questions qu'il faut répondre au futur par rapport à la transformation, la façon dont on mange. Et je pense que déjà, pour les gens qui recherchent un peu un boulot et quand tu regardes ces boulots de transformation digitale, entrepreneuriat, je pense que quand une boîte doit avoir un département spécifique de digitalisation ou un département d'intrapreneuriat, déjà, ça veut dire que c'est un peu un symptôme d'une maladie, non? C'est un peu un symptôme que la boîte, elle n'opère pas d'une façon digitale, d'une façon futuriste. Et donc, je pense que plutôt ce qu'on voit, moi, ce qui me fascinait à Silicon Valley, c'est que même des boîtes très petites avaient des ambitions très, très grosses et travaillaient d'une façon qui est beaucoup plus futuriste que d'autres grosses boîtes. Et je pense que ça, c'est un peu ces façons de travailler, les équipes multidisciplinaires, l'habilité de repenser la façon dont on sert les clients, les expériences de clients digitales. C'est ça un peu plutôt qu'il faut essayer de répliquer partout dans le monde. Je pense que plutôt que l'écosystème de Silicon Valley. Ça, c'est un peu ma vision personnelle. David Bavrez, est-ce qu'il y a un modèle chinois, parce qu'on voit bien que la Chine avance à très grands pas, ça sera bientôt la première économie mondiale. Donc, est-ce que ça se passe là-bas ou est-ce que ça peut aussi servir de modèle pour d'autres régions du monde? Ben, c'est très différent de la Silicon Valley. La Silicon Valley, ça résout les problèmes des riches. Donc ça vous fera le meilleur iPhone à plus de 1000 $, ça vous fera Uber avec une Mercedes, mais la Chine, c'est pas ça. La Chine, travaille pas pour les riches, elle travaille pour l'ensemble de la planète et notamment 600 millions de personnes, la moitié des Chinois qui ont 150 $ par mois. Donc les solutions, et les deux sont très complémentaires. Allez à la Silicon Valley si vous voulez résoudre les problèmes des riches, mais si vous voulez résoudre les problèmes de la planète dans son ensemble, des classes moyennes, alors il faut venir en Chine, il faut venir au nord de Hong Kong, dans ce qu'on appelle la Greater Bay Area, la région du Guangdong, 80 millions de personnes qui souhaitent marier hardware et software pour battre la Californie. Et en gros, non pas faire Uber, dont le coût kilométrique reste entre 1 et 3 $, donc c'est uniquement pour les riches, mais Blablacar, c'est-à-dire l'économie du partage. Donc vraiment, la vision chinoise de la révolution digitale des 10 prochaines années, c'est le communisme 4.0, c'est-à-dire que c'est l'économie du partage, c'est chacun selon ses besoins et non pas chacun selon ses moyens, ce qui est la vision américaine. Donc pour moi, ça me semble beaucoup plus intéressant. D'abord parce que je suis pas riche, donc j'ai pas de problème de riche, mais ça me semble beaucoup plus intéressant de trouver les solutions pour 8 milliards d'habitants, parce que comme la Chine en a 1,4 milliard, la Chine va travailler sur ces problèmes plus que de résoudre les problèmes des riches qui m'intéressent pas. Georges Vivien, on voit de plus en plus évidemment, et on a abordé ça un peu avec les deux David justement, donc toutes ces questions autour de la responsabilité sociale, on va dire, des citoyens, mais aussi des entreprises, du développement durable, de l'éthique. Est-ce qu'aujourd'hui, ça doit être intégré dans sa
recherche d'emploi, d'opportunités professionnelles? Est-ce que tous les jeunes qui nous écoutent là, et moins jeunes, est-ce que c'est quelque chose qui doit être pris en compte? Oui, tout à fait. On remarque déjà que la plupart des nouveaux entrepreneurs s'orientent vers la recherche de solutions pour au moins pour la classe moyenne et dans certaines mesures pour l'ensemble de la population. Donc, comme le disait tantôt David, pas que pour résoudre des problèmes de riches, mais vraiment pour faire ce qu'on appelle de l'entrepreneuriat social. Donc, l'entrepreneuriat social, ce n'est pas qu'une entreprise qui fait que du social, mais c'est vraiment comment on résout, comment on arrive à faire, à créer une entreprise rentable pour résoudre des questions sociales. Et les questions sociales, ce sont les questions les plus, ça font partie des questions les plus importantes aujourd'hui, que ce soit sociales ou même environnementales. Donc, on voit de plus en plus de nouvelles entreprises être créées pour traiter ces questions-là. Donc, tout ce qui touche au digital, que ce soit les modèles qu'on voit émerger, que ce soit en Afrique, en Chine, qui se font beaucoup plus sur le partage. Donc, initialement, vous savez que Uber, donc c'était juste, vous prenez la voiture, vous êtes seul dans la voiture, mais on sait que dans certains pays en développement, avant même Uber, il y a déjà des taxis en commun. Donc, on prend pas le taxi seul, on prend le taxi en commun. Et donc, c'est ce genre de modèle qui existait déjà, qui permettait en fait à une frange plus importante de la population d'avoir accès à des services de transport, vont être répliqués à l'aide du numérique dans le monde numérique et donc permettre en fait d'atteindre plus de clients ou d'utilisateurs. Et donc ça, ce sont des modèles qui sont en vogue. Donc tout ce qui touche tout ce qui permet en fait de résoudre des problèmes sociaux, des business models qui résout des problèmes sociaux, mais également des problèmes environnementaux. Et ça se voit de plus en plus. C'est des questions que même les grandes entreprises prennent maintenant en compte, non pas seulement à travers la création de fondations, mais en mettant en place carrément des systèmes qui permettent vraiment de suivre leur impact social et environnemental. Donc, c'est des questions très importantes aujourd'hui qui, si vous voulez évoluer euh, vers des métiers d'avenir, il faut regarder de plus près, pas que des modèles qui sont adaptés à des pays riches, mais vraiment, ou à des riches, mais des modèles qui sont plus inclusifs. David Bavrez, toutes ces questions autour de la RSE, du développement durable, de l'éthique, de loin, de France hein, notamment, on a l'impression que c'est pas intégré en Chine, qu'on n'en parle pas, qu'on s'en occupe pas, que c'est pas pris en compte. Ou alors est-ce que c'est une lubie de bobo parisien? Qu'est-ce que vous qui êtes sur place, quel est votre avis? Alors Hervé, je vais vous traiter de bobo sur ce coup-là. Vous Merci. allez avoir droit. Euh, non, c'est marrant parce que vous posez cette question juste au moment où le Parti communiste s'est réuni en congrès et confirme un plan environnemental qui vise à la neutralité carbone en 2060, absolument sans précédent. Et avec notamment, si vous vous intéressez au secteur de l'énergie pour notre auditoire, ce qui va se passer dans le solaire en Chine dans les 40 prochaines années est absolument fascinant. En 10 ans, les Chinois en ont fait l'énergie la plus chère, l'énergie la moins chère. Donc, il y a un virage à 180 degrés. Il y a eu la COP 2015 à Paris, mais en fait, il ne s'est pas passé grand-chose dans les 5 dernières années, parce que les gouvernements n'ont pas tenu leurs promesses. Et on voit maintenant que la Chine a véritablement décidé après le Covid, c'est une des conséquences du Covid, il y a un changement chez les jeunes Chinois qui disent clairement, nous ne voulons pas le type de croissance de nos parents et la Chine a été le pire pays sur le plan environnemental, ça doit changer à notre génération. Donc vous allez voir, c'est 2020-2021 est le début. Vous allez voir un tournant chinois vers le LSE. Et comme d'habitude, quand ils font les choses, ils vont très vite et vous allez voir qu'ils vont nous surprendre. Donc si vous vous Écoutez, intéressez au RSE, si vous vous intéressez à l'environnement, moi je vous conseille de venir en Chine.
Bah écoutez, rendez-vous, Je vous aurais pas rendez-vous est dit ça il y a pris. 10 ans. Merci, merci David. Je vous Ouais, aurais pas dit ça il y a 10 ans, mais je vous dis ça aujourd'hui. d'accord. Bah écoutez, c'est très intéressant et on va suivre ça évidemment de près. David Mirolopis, j'avais une question, vous qui êtes un ancien élève des lycées français de Alicante, c'est ça, hein, si mes souvenirs sont bons. Non, Valence. Valence, pardon, Valence. Oui, voilà, bon, c'est pas bien loin, mais Valence en Ouais. Espagne. Est-ce que l'enseignement français finalement est une chance selon vous, pour se faire une place dans ce monde en, en évolution très rapide? Ouais. Bah, évidemment, c'est difficile pour moi de comparer parce que j'ai pas eu une autre formation, mais je pense, comme David disait, que c'est une formation qui est élitiste et dans le sens d'élite intellectuelle. Donc je pense que vraiment la formation du lycée français, c'est une formation de qualité et une formation qui est complémentaire disons, ton background culturel du pays où tu habites. Et donc, je pense que certainement, c'est un profil qui est beaucoup plus attractif quand tu fais des applications pour des universités, pour des masters, pour des boîtes. Euh, donc, certainement, je pense que c'est une opportunité. Ça ne veut pas dire que parce que tu as étudié dans un lycée français, bah, tu auras toutes les réponses à toutes les questions, mais c'est vraiment, tu as un point de départ disons, de privilège par rapport à d'autres formations plus monoculturelles, moins centrées sur la globalisation. Euh, et donc, je pense que c'est plutôt ça, si je pense en arrière, ce qui m'a aidé, moi, dans mon parcours, quand j'ai commencé mes études et je me comparais à d'autres personnes qui, en fait, n'avaient eu une formation que dans leur pays. Georges Vivien, est-ce que on peut peut-être aborder les questions qui ont été posées par certains de nos internautes qui doivent assister à la conférence et qui ont été envoyées auparavant à la LFM? Donc j'en ai quelques-unes. Je vais commencer par vous, Georges Vivien, avec la première question. C'est Alexandre, qui du coup est un ancien élève à Alicante. Voilà pourquoi j'ai confondu, donc aussi en Espagne. Il demande, peut-on espérer des débouchés aujourd'hui sans dimension internationale? Aujourd'hui, il y a de plus en plus de métiers qui demandent une capacité d'interagir avec des collègues qui sont qui sont de différents aires culturels. Et donc, le fait d'avoir eu une expérience internationale dans le parcours académique ou dans le parcours professionnel peut être un atout. Mais dans l'avenir, en fait, ce qu'on constate aujourd'hui avec le développement du travail à distance, c'est que on n'aura plus vraiment besoin de mobiliser en tant que tel. Les entreprises vont beaucoup, de plus en plus s'appuyer sur des compétences un peu partout dans le monde. Donc, vous n'avez pas besoin de vous déplacer en tant que tel. Mais cela ne veut pas dire que l'expérience internationale ne va plus être valorisée, mais c'est toujours un atout. Mais dans une certaine mesure, ça ne va pas être nécessairement déterminant. Et c'est vraiment l'ouverture. Il y a de nouvelles qualités qui comptent aujourd'hui. C'est vraiment la capacité à, à, à travailler seul, à distance, mais en même temps, donc, à pouvoir se construire un environnement de travail seul, à la maison, par exemple, mais en même temps, à pouvoir interagir avec des collègues, ou travailler en équipe, avoir cette capacité-là, en fait, à travailler en équipe, à distance, et sur tout ce qui est avoir de la discipline. Donc, ça, ce sont des qualités professionnelles qui vont beaucoup compter à l'avenir, en plus de l'expérience internationale qui l'était déjà. On a une question que je vais poser à David Bavrest, une question de Yasmine qui est à Meknes au Maroc. Elle demande, les relais de croissance se trouvent-ils nécessairement dans le numérique? Et donc, pour le coup, les opportunités aussi. Je dirais dans le numérique et dans l'environnement. Ce sont les deux, si je devais résumer vraiment les deux grands piliers du nouveau monde à construire. Et je rajouterais du coup une conséquence, petit conseil que je donne à tous les enfants de copains qui viennent me voir en disant j'ai 20 ans, qu'est-ce que je dois faire? Ma première réponse est tu ne fais ni le job de ton père ni le job de ta mère. Il y a une nouvelle génération, c'est pour faire quelque chose de nouveau. Et autour du digital et autour de l'environnement, honnêtement, il y a de quoi occuper toute une génération.
David Mirolopis, je vais vous poser une question d'Anna qui est à Prague, qui est une alumni du lycée français de Prague. Elle demande que faut-il avoir que les autres n'ont pas pour déceler une opportunité professionnelle ou d'investissement? Donc, c'est pas une question facile, mais vous avez, par votre propre expérience, vous avez su déceler ça. Alors, je pense pas qu'il y a des conditions optimales, que tu as les réponses avant de, je sais pas, si tu veux résoudre des questions, comme David disait, sur l'environnement, sur le numérique, sur comment on va habiter dans la planète. Euh, Certainement, tu ne seras pas, quand tu vas commencer à aborder ce problème, la personne idéale au monde à le faire. Mais si tu es une personne qui ose le faire et qui investit ses ressources, son temps à essayer de le comprendre disons que tu rentres en contact avec les gens qui peuvent t'aider, je pense que ça, c'est plutôt la réponse que pour vraiment oser à le faire. Je pense que quand on est jeune, on a tellement de possibilités, on apprend très vite. Parfois, on voit, je pense qu'avant, on voyait des gens qui devenaient des experts dans leur matière en 15 ans, et je pense que c'est pas comme ça. Maintenant, en 2 3 ans, tu peux devenir un professionnel très, 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 très bon pour beaucoup de boîtes, pour résoudre beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de gens qui commencent leur boîte même pendant qu'ils font des études d'université. Et donc, je trouve que c'est ce que j'ai vu un peu, c'est plutôt cette habilité de oser. C'est pas une personne qui avait la réponse à tout, mais c'est la personne qui a décidé d'investir son temps à répondre à ces questions. Très bien. Bah, écoutez, merci à tous. On va aborder la fin de cette conférence, de ce webinaire. Je vais vous passer la parole pour quelques mots de conclusion. Si vous voulez évidemment ajouter quelque chose, parler à tous nos jeunes, nos alumni des lycées français du monde. Georges Vivien, je vais commencer par vous. Un petit mot de conclusion. Je pense que la question que nous avons traitée aujourd'hui, elle est très importante parce que on entend beaucoup parler de fait d'emploi, de destruction d'emploi, mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est que il y a des opportunités qui se créent et il faut s'y préparer, notamment dans tout ce qui touche au digital, mais en dehors du digital également, dans le domaine de la santé et de l'éducation, mais pas sur des métiers traditionnels, mais aller beaucoup plus vers tout ce qui répond aux exigences que demande la nouvelle ère dans laquelle nous rentrons et avoir une ouverture à la fois sur l'international, mais également prendre en compte le nouvel environnement du travail qui se développe. Donc voilà, je vous souhaite en tout cas beaucoup de succès, de réussite dans tout ce que vous allez entreprendre. Merci. Merci beaucoup, Georges Vivien. David Bavrez, un petit mot de conclusion pour tous nos internautes. Ben, la situation est très paradoxale parce qu'aujourd'hui, je pense que si vous essayez de trouver un job ou si vous essayez de trouver un stage, c'est un enfer. Et en réalité, je veux dire, moi à Hong Kong en 2020, j'ai l'impression d'être à Chicago en 1920. J'ai l'impression que les années 20 qu'on va avoir vont être des Roaring Twenties, exactement comme aux US en 1920. À l'époque, on a inventé la Forte, la radio, le department store, le jazz. Et moi, j'ai exactement la même impression que l'intelligence artificielle va nous aider à reconstruire un monde complètement différent. Et donc, je vous citerai juste un professeur du MIT, McAfee, qui a une phrase très bien. Il dit, le choix que vous avez à faire, c'est est-ce que vous voulez protéger le passé du futur ou est-ce que vous préférez protéger le futur du passé? Donc, vous êtes français, vous savez que nous, on a un passé qui est tellement fantastique qu'on a toujours tendance à le protéger aux dépens du futur. Là où je suis en Chine, le passé a été, malheureusement, pendant la révolution culturelle, rayé de la carte. Donc, il n'y a plus de passé à protéger et on ne fait que penser au futur. Et à mon avis, c'est ça qu'il faut que vous essayiez d'avoir en tête. Merci beaucoup, David. David Miro-Lopis, quelques mots de conclusion également. Je pense que ça fait pas très longtemps que moi j'étais à votre place et je pensais, ah, qu'est-ce que je vais faire? En fait, je sais pas trop comment je vais pouvoir rentrer dans une boîte ou quelles questions je vais pouvoir répondre ou quelles sont mes vraies habilités. Et je pense qu'en général, il faut garder dans la tête que vous avez un parcours qui est quand même unique et qui est différent.
Vous avez une multiculturalité qui va vous différencier. Et puis le fait, par exemple, que vous participez à des forums comme celui d'aujourd'hui, bah, aussi montre votre curiosité. Et je pense que, disons que cette curiosité, sûrement, va être ce qui va vous faire apprendre. Et donc, je vous juste demander de vous poser la question de quels vont être les environnements dans lesquels je vais apprendre. Et essayer de chercher les environnements où vous allez avoir des personnes qui vont se préoccuper sur votre croissance, sur le fait que vous apprenez. Et je pense que c'est là que vous allez avoir vos réponses à votre parcours professionnel. Et bonne chance. Bien, parfait. Bah, écoutez, merci à tous. Merci à Georges Vivien Hougbonnon depuis Washington, David Bavrez depuis Hong Kong, David Mourlopis depuis la Californie. Je crois que c'était une conférence extrêmement intéressante. J'espère que vous avez été nombreux à assister. Vous pouvez assister à 3 autres tables rondes dans le cadre de ce deuxième forum professionnel des alumni des lycées français du monde. Je vous remercie encore une nouvelle fois à tous. Vous retrouverez évidemment un article sur lepetitjournal.com. Et puis, bonne continuation, bonne fin de journée. Merci à tous. Au revoir.